En novembre 1884, dans les collines silencieuses de Bourgogne, à quelques lieues de Dijon, un journal de cuir retrouvé dans les ruines d'un ancien hospice psychiatrique contenait une phrase énigmatique qui allait hanter quiconque osait en tourner les pages. Sujet 112 a crié 6 heures sans s'arrêter. Cette note, datée du 14 novembre, fut la dernière inscrite de la main du docteur Édouard Sinclair, directeur de l'hospice de Montfaucon, un établissement que les habitants du village voisin n'évoquaient qu'à voix basse, comme si son nom portait malheur. Fondé en 1872 sur le modèle moderne de la méthode pavillonnaire, l'hospice se présentait comme un monument de progrès, longues ailes rayonnant d'un bâtiment central, jardins entretenus avec soin, promesse d'un traitement humain qui contrastait avec les chaînes et les cages du passé. Pourtant, derrière cette façade de pierre blonde, un système de souffrance méthodique s'était mis en place, dissimulé au regard des familles et protégé par un réseau de notables complices. Sinclair, médecin parisien d'une quarantaine d'années au front haut et au regard d'acier, était arrivé avec la réputation d'un innovateur. Ses écrits dans les revues médicales annonçaient des traitements révolutionnaires capables de ramener la raison aux plus désespérés. Les autorités départementales, soucieuses de moderniser leurs institutions, lui avaient accordé carte blanche et un budget considérable. Dès son arrivée, il fit venir comme surveillante générale une femme redoutée, Marguerite de Lombre, ancienne infirmière des armées de 1870, dont le visage austère et les yeux bleus glacés imposaient la crainte. En 1885, l'établissement comptait déjà une centaine de pensionnaires, pour la plupart des hommes issus des campagnes environnantes, envoyés là parce que leurs familles ne savaient plus comment gérer leur comportement, ou parce que des magistrats les avaient déclarés aliénés à la suite de simples disputes dans une taverne. Peu à peu, des rumeurs de disparition commençaient à circuler dans les villages. Des maris, des frères, des fils, partis à Dijon pour des affaires et dont la trace se perdait brutalement après une prétendue crise de folie. Lorsqu'on s'adressait à l'hospice, on recevait en retour des certificats de décès au ton administratif, mentionnant des causes aussi vagues qu'apoplexie soudaine ou démence foudroyante. Les familles, écrasées par la honte et la misère, n'osaient guère contester. Mais dans les coulisses, Sinclair menait une autre entreprise. Il correspondait avec des laboratoires parisiens et lyonnais qui lui fournissaient des substances chimiques inédites à tester. Pour cela, il avait besoin de cobayes humains. Les registres secrets retrouvés des décennies plus tard révèlent que dès le printemps 1885, une aile entière de l'hospice fut fermée aux visiteurs, ses fenêtres peintes à la chaux pour empêcher tout regard. Là, les protocoles avancés commencèrent. Injection de liquide coloré provoquant des convulsions, des paralysies ou des états catatoniques proches de la mort. Des électrodes rudimentaires appliquées sur des crânes maintenus par des sangles de cuir. Des expériences décrites par le médecin comme des stimulations cérébrales, mais qui ressemblaient davantage à des supplices. Marguerite de Lombre, implacable, orchestrait les opérations avec une froideur mécanique. Elle notait chaque symptôme, faisait transporter les cadavres vers les caves calcaires alentours ou les enterrait dans de fausses tombes derrière l'hospice. L'homme qui allait devenir malgré lui le témoin principal de cet enfer, un charpentier de 33 ans nommé Louis Charrier, fut arrêté en juillet 1885 pour une rixe de village et déclaré fou par un juge complaisant. Son épouse, Marie, supplia les autorités, mais en vain. Louis fut envoyé à Montfaucon. Dès son arrivée, Sinclair nota dans son carnet « Constitution robuste, yeux clairs, bon sujet pour essai prolongé ». Louis comprit rapidement que l'hospice n'était pas un lieu de soins, mais une prison. Les nuits résonnaient de hurlements étouffés, de bruits de chaînes et d'un silence anormal chaque fois qu'un patient ne revenait pas d'une séance expérimentale. Les semaines passaient et Louis endurait des injections qui lui brûlaient les veines, des convulsions si violentes qu'il croyait que ses os allaient se rompre. Tout cela sous le regard méthodique du docteur qui chronométrait chaque réaction avec son gousset d'argent. À l'extérieur, les villageois murmuraient. Dans les fermes de la Côte d'Or, on commençait à comparer les histoires. Mari disparu, frère interné sans procès, certificat douteux signé toujours du même nom, E. Sinclair. Marguerite Charrier organisa des rencontres secrètes avec d'autres épouses éplorées, cherchant à comprendre pourquoi tant d'hommes semblaient engloutis par l'hospice sans jamais en ressortir. Les autorités, liées par des pots de vin et la promesse d'une science moderne, étouffaient toute plainte. Mais dans le cœur de l'hiver 1885, des anomalies trop évidentes apparurent.
Une trentaine de décès en moins de 2 mois, tous officiellement attribués à des crises soudaines, tous enterrés à la hâte dans le cimetière attenant. Un journaliste de Dijon, intrigué, tenta d'enquêter, mais son corps fut retrouvé dans l'ouche, les poches remplies de pierres. Pendant ce temps, Louis survivait, fragmentant son esprit entre délires et éclairs de lucidité. Avec des morceaux de charbon, il grava sur les murs de sa cellule des mots, des chiffres, des noms, persuadé qu'un jour quelqu'un découvrirait la vérité. La première partie de cette histoire se termine avec l'écho de ces griffonnages clandestins, tandis que l'ombre de Montfaucon grandissait sur la Bourgogne tout entière, annonçant une vague d'horreur que ni les familles, ni les autorités, ni même les générations futures n'auraient pu imaginer. Au printemps 1886, l'hospice de Montfaucon avait déjà basculé dans un monde parallèle, où la science se confondait avec le supplice, et ceux qui franchissaient ces grilles ne ressortaient plus qu'en cercueil, quand ils n'étaient pas dissous dans les gouffres calcaires de la région. Le docteur Édouard Sinclair, auréolé d'une réputation de modernité auprès des notables de Dijon et de Paris, poursuivait ses expériences avec une froideur implacable. Chaque nouvelle cargaison de patients, fournie par des magistrats corrompus ou par des gendarmes avides de primes, représentait pour lui un lot d'échantillons humains à disséquer méthodiquement. Louis Charrier, survivant malgré lui des premiers protocoles, avait déjà enduré des dizaines d'injections, parfois de liquide jaunâtre qui incendiait ses veines, parfois de solutions translucides qui le plongeaient dans des hallucinations où il voyait les murs se contracter comme une cage vivante. Marguerite de Lombre, toujours vêtue de son uniforme immaculé, réglait les séances comme une officière de garnison. À telle heure les injections, à telle autre les bains glacés suivis de décharges électriques, puis la saignée expérimentale où l'on recueillait le sang dans des bocaux étiquetés. Les caves de Montfaucon se transformèrent en morgues improvisées, où les corps s'entassaient avant d'être transportés de nuit vers les carrières désaffectées, sous la surveillance d'ouvriers immigrés que Delombre avait recrutés pour leurs bras solides et leur ignorance du français. Dans les villages voisins, la colère montait. Trop de disparitions inexpliquées, trop de veuves brandissant des certificats identiques portant la signature du même médecin. À Semur en Auxois, un ancien sergent nommé Pierre Vanier osa dénoncer publiquement l'hospice en affirmant que son frère n'était pas mort de démence mais enfermé comme cobaye. 3 jours plus tard, Pierre fut arrêté pour trouble à l'ordre public, et nul ne le revit jamais. Les murmures prenaient pourtant de l'ampleur. En mai 1886, un groupe de femmes conduites par Marie Charrier tenta de pénétrer dans l'enceinte pour réclamer la libération de leur mari. Elles furent repoussées par des gardes armés et le préfet déclara dans la presse que ces femmes hystériques diffamaient une institution honorable. Mais dans l'ombre, des journaux indépendants commencèrent à s'intéresser à l'affaire. L'Éclaireur de Dijon publia un article discret sur le taux de mortalité anormalement élevé de Montfaucon. Article qui valut au rédacteur des menaces et à l'imprimeur un mystérieux incendie de ses locaux. À l'intérieur de l'hospice, Louis observait et mémorisait. Chaque cri, chaque silence lui apprenait à deviner ce qu'il se passait derrière les murs peints à la chaux. Les hurlements prolongés annonçaient les injections de composés acides. Les brusques silences correspondaient aux morts rapides par asphyxie chimique. Les bruits métalliques du sous-sol signalaient que les ouvriers charrioyaient de nouveaux cadavres. Peu à peu, Louis commença à noter mentalement une liste de noms, les compagnons de cellules disparus, les visages effacés. Quand il parvenait à un moment de lucidité, il traçait ces noms sur des lambeaux de tissu arrachés à ses vêtements, les dissimulant dans les fissures de la pierre. Marguerite de Lombre remarqua sa résistance hors norme et en fit son sujet favori, ordonnant des séances plus longues, plus brutales, convaincu qu'il survivrait assez pour fournir des données précieuses. Elle éprouvait un plaisir manifeste à réanimer Louis quand son cœur faiblissait, utilisant des appareils électriques rudimentaires qui le ramenaient à la vie pour quelques heures de souffrance supplémentaires. Pendant ce temps, Sinclair entretenait une correspondance croissante avec des écoles de médecine de Lyon et de Paris, auxquelles il expédiait discrètement des caisses de cadavres ou d'organes conservés dans l'alcool, vendus sous couvert de matériel pédagogique. Les profits engrangés dépassaient de loin le budget officiel de l'hospice et permettaient de graisser la main d'élus locaux, ainsi que de maintenir un silence complice. Mais le cercle du secret se fissurait. En juin 1886, un employé d'origine italienne, chargé de transporter des corps vers une carrière, fut pris de remords et confia à un prêtre du village voisin ce qu'il avait vu. Le prêtre effaré écrivit une lettre au diocèse de Dijon. Quelques semaines plus tard, on retrouva son corps pendu dans son presbytère. Conclusion hâtive, suicide par mélancolie. Les habitants n'étaient pas dupes. On commença à surnommer Montfaucon la maison des disparus, et les mères interdisaient à leurs enfants d'approcher les murs de l'établissement.
À l'intérieur de l'hospice, Louis fit la connaissance d'un autre prisonnier lucide, un ancien instituteur nommé Benoît Morel, interné pour avoir contesté l'impôt. Ensemble, dans le secret de leur cellule, ils établirent une méthode de communication en frappant doucement les murs. Benoît possédait une mémoire redoutable et se mit à reconstituer mentalement la liste des victimes, les expériences, les méthodes. À deux, ils nourrissaient l'espoir fou de transmettre un jour ce témoignage au monde extérieur. Mais en juillet 1886, Sinclair lança ce qu'il appela le protocole accéléré. 24 nouveaux sujets arrivèrent en une seule journée, tous déclarés fous par des juges complaisants et furent immédiatement conduits dans l'aile close. Louis et Benoît comprirent alors que la machine s'emballait et que la cadence des morts atteindrait un niveau insoutenable. Dans la cour, les ouvriers creusaient de nouvelles fosses et les nuits de Bourgogne résonnaient de plaintes étouffées qui se perdaient dans la brume. Marie Charrier, de son côté, poursuivait ses rencontres clandestines. Elle avait réuni une dizaine de veuves dans une grange isolée, chacune portant les certificats suspects d'un mari ou d'un fils. Ensemble, elles décidèrent de faire appel à un député de Paris connu pour ses positions humanistes. Mais déjà, les yeux froids de Marguerite de Lombre surveillaient les alentours, et l'étau se resserrait sur quiconque osait défier l'ombre grandissante de Montfaucon. L'automne 1886 enveloppa la Bourgogne d'une brume glaciale, comme si la nature elle-même cherchait à masquer les crimes qui se multipliaient derrière les murs de l'hospice de Montfaucon. Et à mesure que les feuilles jaunies tombaient sur les vignes dénudées, la cadence des morts s'accélérait, implacable. Le docteur Édouard Sinclair, désormais convaincu d'être au seuil d'une découverte capitale pour l'avenir de la médecine, imposa à ses sujets un enchaînement de traitements d'une cruauté méthodique. Combinaison de drogues expérimentales fournies par des apothicaires parisiens, bains glacés suivis de brûlures chimiques, dissections partielles effectuées sur des patients encore vivants pour observer la réaction des tissus. Marguerite de Lombre, bras droit inflexible, avait mis en place ce qu'elle appelait le protocole de confinement. Chaque fois qu'une famille réclamait trop fort la vérité sur un disparu, elle produisait des certificats falsifiés, et si les proches insistaient, ils se retrouvaient eux-mêmes internés comme perturbés, ajoutant de nouvelles victimes à la liste. Les caves résonnaient de cris étouffés et d'odeurs pestilentielles, tandis que les tombes du cimetière voisin s'emplissaient de cercueils vides, couvertures macabres destinées à tromper les curieux. Louis Charrier, survivant tenace, se débattait entre des états de délire et des instants de lucidité. Il parvint à conserver une conscience assez claire pour comprendre la logique infernale du docteur. Sinclair ne cherchait pas à guérir, mais à repousser les limites de la souffrance humaine, convaincu que la douleur révélait des secrets du cerveau utiles pour l'avenir de la science et peut-être pour l'armée française qui s'intéressait à ses recherches clandestines. Avec l'aide de son compagnon d'infortune, l'instituteur Benoît Morel, Louis perfectionna son système de communication clandestin par des coups contre le mur, et ensemble, ils mirent au point un projet d'évasion. Leur plan reposait sur un moment de chaos, un incendie, une panne de gaz, un relâchement des surveillants. Benoît avait observé que, chaque semaine, les gardes transportaient les corps vers les carrières proches à la tombée de la nuit. Si l'occasion se présentait, il tenterait de se mêler à ce convoi macabre. Pendant ce temps, à l'extérieur, Marie Charrier intensifiait ses démarches. Elle avait rassemblé des preuves tangibles, les certificats suspects, des témoignages de famille, la liste de 37 hommes disparus depuis 2 ans. En octobre 1886, elle réussit à rencontrer à Paris le député Paul Vareille, connu pour son combat contre les abus des institutions. Il fut bouleversé par ces récits et promit de se rendre à Montfaucon pour une inspection surprise. Mais, à peine sa visite annoncée, Vareille fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel dijonnaise, officiellement d'une attaque cérébrale, officieusement étouffé par un oreiller sur ordre de Delombre. Cet événement glaça les familles, mais raffermit la détermination de Marie. Si même les représentants de la République pouvaient être réduits au silence, il fallait porter l'affaire plus haut, à Paris, auprès des journaux nationaux. Elle écrivit à Le Petit Journal et à La Lanterne, journaux avides de scandale, et reçut une réponse encourageante. Un reporter viendrait bientôt enquêter sur place. À l'intérieur de l'hospice, Sinclair, inquiet de l'agitation extérieure, accéléra ses expériences. Il lança ce qu'il appela la série rouge, consistant à soumettre ses sujets à des injections de composés arsenicaux suivies d'électrochocs dont le but de mesurer exactement le seuil entre la vie et la mort. Benoît Morel succomba à l'une de ces séances, convulsant pendant 2 heures avant de sombrer dans un coma fatal.
Louis, témoin impuissant, grava le nom de son ami sur la pierre humide de sa cellule, jurant de porter son souvenir au dehors. Ce décès renforça sa résolution. Il fallait fuir coûte que coûte. L'occasion se présenta une nuit de novembre 1886, lorsqu'un incendie accidentel éclata dans la blancherie de l'hospice. Les gardes furent mobilisés pour éteindre les flammes, et dans la confusion, Louis força la serrure rouillée de sa cellule avec un morceau de métal qu'il avait patiemment aiguisé. Rampant dans les couloirs saturés de fumée, il atteignit une porte de service donnant sur les caves. Là, il découvrit l'ampleur de l'horreur. Des dizaines de corps entassés, certains mutilés, d'autres encore tièdes, attendant d'être transportés. La vision faillit le faire défaillir, mais il sut que ce cauchemar constituait aussi sa chance. Il se dissimula entre les cadavres, se couvrant du sang séché pour tromper les regards. Quand 2 ouvriers vinrent charger les charrettes, ils l'emportèrent avec les corps jusqu'à la carrière. La route cahoteuse, les pierres cognant contre sa chair meurtrie, lui parurent interminables. À l'arrivée, alors que les ouvriers commençaient à jeter les cadavres dans les gouffres, Louis se laissa glisser dans l'ombre d'un rocher et s'éloigna en rampant. À bout de force, il gagna un bois voisin, où il s'écroula convaincu qu'il allait mourir là, anonyme. Mais le destin voulut qu'un paysan matinal, en route pour son champ, le découvre à moitié inconscient. Reconnu comme l'homme disparu de ses murs, Louis fut recueilli et caché dans une garne. Il raconta son calvaire à Zère. Ces récits firent un effet de bombe dans le petit cercle de familles endeuillées, confirmant leurs pires soupçons. Montfaucon n'était pas un hospice, mais une machine à broyer les hommes. À Paris, la nouvelle commençait à remonter, et déjà les premières rumeurs d'un scandale national circulaient. Mais Sinclair et Delombre n'avaient pas dit leur dernier mot, et l'hiver 1886 annonçait une lutte à mort entre la vérité et l'ombre. L'hiver 1886 s'abattit sur la Bourgogne comme un linceul. Et tandis que les vignes nues se recouvraient de givre, les secrets de l'hospice de Montfaucon menaçaient de sortir de l'ombre. Car le témoignage miraculeux de Louis Charrier, recueilli dans une grange isolée, se propageait de bouche à oreille parmi les familles endeuillées, puis atteignait discrètement les cercles parisiens avides de scandale. À Paris, quelques journalistes flairèrent une affaire d'État, et l'un d'eux, un jeune reporter nommé Henri Delaunay, fut dépêché à Dijon pour rencontrer les veuves et confronter les registres de l'hospice. Entre-temps, Sinclair, informé par ses protecteurs politiques que des rumeurs inquiétantes circulaient jusque dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, déclencha ce qu'il appelait son protocole d'assainissement. Destruction de documents compromettants, transfert précipité de certains patients vers d'autres hospices complices et surtout élimination des témoins gênants. Marguerite Delombre, implacable exécutrice, organisa une série de disparitions discrètes. Un greffier de Dijon qui avait noté des incohérences fut retrouvé noyé dans un puits. Un pharmacien local soupçonné d'avoir parlé brûla vif dans l'incendie accidentel de son échoppe. Et plusieurs familles militantes furent intimidées par des gendarmes soudoyés qui menaçaient d'interner leurs enfants. Mais malgré ces mesures, la vérité avançait. Louis, soigné par des paysans compatissants, retrouva un semblant de force et dicta son récit à Marie, qui le transcrivit mot à mot. Ces pages décrivaient avec une précision glaçante les séances d'expérimentation, les noms des victimes, les méthodes d'inhumation clandestine. Henri Delaunay, après avoir lu ces feuillets, décida d'en faire le cœur d'un dossier explosif pour la Lanterne. Il savait qu'il risquait sa vie, mais l'odeur du scandale était irrésistible. À Montfaucon, Sinclair, de plus en plus instable, se persuadait qu'il était un pionnier incompris, un Prométhée de la médecine. Ses carnets, retrouvés plus tard, montrent une écriture de plus en plus fiévreuse, oscillant entre théories pseudo-scientifiques sur la cartographie de la douleur et dessins morbides de visages convulsés à l'agonie. Marguerite, pragmatique, constata que le filet se resserrait et proposa une solution radicale. Si Paris vient jusqu'à nous, il ne doit rien rester. Elle élabora un plan baptisé « stérilisation », consistant à éliminer tous les sujets survivants et à incendier l'aile expérimentale pour détruire les preuves. L'occasion se présenta en janvier 1887, quand la rumeur d'une inspection parlementaire se fit plus insistante. Pendant plusieurs nuits glaciales, les caves de Montfaucon résonnèrent de prières étouffées suivies d'un silence brutal. 43 patients furent exécutés à la morphine concentrée, leurs cadavres alignés, puis transportés en charrette vers les grottes voisines. Louis,
caché dans son hameau, sentit une douleur muette lorsqu'il apprit par des messagers que ses anciens compagnons de cellule avaient tous péri. Pourtant, un fil d'espoir subsistait. Henri de Launay réussit à franchir clandestinement les grilles de l'hospice en se faisant passer pour un aide-soignant. Ce qu'il vit dans l'aile close avant d'être découvert et chassé confirma ses soupçons. Instruments macabres, bocaux remplis d'organes, registres codés. Il rapporta assez de détails pour rédiger une série d'articles qui parurent en février 1887. La France entière découvrit alors le cauchemar de Montfaucon, et l'opinion publique fut saisie d'effroi. Mais si le scandale éclatait à Paris, à Dijon, les notables, les juges, les préfets, tous compromis, réagirent avec violence. Le journal fut censuré localement, les exemplaires saisis, et Henri dut se cacher. Sinclair, protégé par un réseau de magistrats et de médecins complices, poursuivit ses expériences en secret, persuadé que l'État finirait par reconnaître la valeur de ses travaux. Pourtant, une faille décisive venait de s'ouvrir. Le gouvernement envoya discrètement un inspecteur spécial, mandaté non par le département mais par Paris, pour vérifier l'hospice. Ce fut le maréchal des logis François Berthier, un vétéran de la guerre de 1870, reconverti en enquêteur, qui reçut la mission. Homme austère mais incorruptible, il jura de tirer cette affaire au clair. À son arrivée en Bourgogne, il se heurta immédiatement à l'hostilité des autorités locales, qui lui interdisaient l'accès à l'hospice. Mais Berthier n'était pas homme à reculer. Il prit contact avec Marie Charrier et lut le témoignage de Louis. Bouleversé, il décida de préparer une descente surprise, coordonnée avec des gendarmes parisiens encore indépendants. Pendant ce temps, à Montfaucon, Sinclair sombrait davantage dans la démence. Ses derniers écrits montrent qu'il se croyait en communication avec ses patients morts, convaincu que leurs cris constituaient un langage nouveau que seule sa science pouvait déchiffrer. Marguerite, de l'ombre, préparait déjà des caisses d'argent et de documents pour disparaître au moment opportun. L'hiver s'achevait dans une atmosphère de complot et de peur, et la neige recouvrait provisoirement les fosses communes. Le printemps 1887 s'annonça sous un ciel bas et lourd, comme si la Bourgogne entière retenait son souffle avant l'inévitable affrontement entre la vérité et l'ombre. Car le scandale de Montfaucon, désormais révélé dans les colonnes parisiennes, avait enflammé les esprits et attiré l'attention des autorités centrales, tandis qu'à Dijon, les complices du docteur Édouard Sinclair s'activaient pour étouffer l'affaire. L'inspecteur spécial François Berthier, mandaté par Paris, progressait avec patience. Il interrogeait les familles, recoupait les certificats de décès suspects, notait les incohérences flagrantes. Chaque nouvelle pièce renforçait son intime conviction que l'hospice n'était qu'un théâtre de supplices déguisé en institution médicale. Dans les campagnes, les veuves se rassemblaient désormais ouvertement, brandissant les noms de leurs maris disparus, et les curés de paroisse, d'abord timides, commençaient à parler du péché de Montfaucon dans leurs sermons. De son côté, Henri de Launay, réfugié à Paris pour échapper aux représailles dijonaises, poursuivait sa croisade journalistique et publiait chaque semaine de nouveaux témoignages. Les lettres des lecteurs affluaient, évoquant d'autres hospices suspects dans la Loire, dans l'Allier, comme si Montfaucon n'était que la pointe émergée d'un vaste réseau. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs, Sinclair, rongé par la paranoïa, resserrait son emprise. Il exigeait que les gardes dorment dans les couloirs, il faisait doubler les verrous, il interdisait aux infirmiers d'adresser la parole aux patients. Ses carnets, fiévreux, laissaient apparaître un esprit en pleine désagrégation, phrases inachevées, dessins de squelettes, équations absurdes. Marguerite de l'ombre, pragmatique, préparait l'ultime manœuvre, l'extermination totale des survivants et la destruction des archives. Elle mit en place ce qu'elle appela le protocole terminal. Dans les caves, des tables furent alignées, des seringues préparées, des fosses élargies. Mais elle ignorait que Louis Charrier, toujours vivant et désormais protégé par le réseau des familles, avait repris à cette force pour se présenter lui-même comme témoin auprès de Berthier. Sa silhouette amaigrie, ses tremblements, ses cicatrices suffisaient à prouver la véracité de ses récits. Le maréchal des logis nota chaque détail, chaque nom, chaque description des instruments et comprit que l'heure de l'assaut approchait. Le 14 mai 1887, profitant d'un ordre direct du ministère, Berthier lança une descente surprise. À l'aube, une vingtaine de gendarmes venus de Paris encerclèrent l'hospice. Les gardes locaux, décontenancés, résistèrent mollement. À l'intérieur, la panique éclata. Sinclair, dans son bureau, griffonnait encore des notes délirantes lorsqu'il entendit les cris. Marguerite, impassible, entreprit d'exécuter son plan. Dans le sous-sol, elle commença à injecter aux patients les doses mortelles de morphine.
Les gendarmes, en fonçant les portes, découvrirent un spectacle d'horreur. Des hommes alignés, certains déjà morts, d'autres agonisants, leurs hurlements emplirent la pierre humide, tandis que la troupe arrêtait de force les infirmiers complices. Dans la confusion, Marguerite parvint à s'échapper par un couloir de service qu'elle avait préparé depuis longtemps. Sinclair, lui, fut découvert assis dans son bureau, les mains tachées d'encre et de sang, fixant le vide comme un possédé. Il ne résista pas et fut arrêté. Les jours qui suivirent virent la découverte progressive des caves, des fosses, des registres partiellement brûlés. Plus de 200 noms apparurent, grattés à la hâte, mais suffisants pour confirmer l'ampleur du massacre. La presse parisienne s'empara de l'affaire, multipliant les unes sensationnelles. Le boucher de Montfaucon, la République des morts silencieux. Dans tout le pays, l'indignation grandit, et au Parlement, des voix réclamèrent une enquête nationale sur les hospices. Pourtant, le réseau de corruption apparut bientôt. Des juges, des préfets, des médecins de renom avaient tous touché leur part. Certains documents retrouvés dans le coffre de Sinclair évoquaient des correspondances avec des écoles de médecine prestigieuses qui commandaient régulièrement des corps pour l'enseignement anatomique. Le scandale prenait alors une dimension nationale, peut-être internationale. Louis, malgré sa faiblesse, accepta de témoigner publiquement. Dans une salle comble à Dijon, il raconta l'indicible, les cris, les injections, les charniers. Sa voix tremblante bouleversa l'assistance et fit taire les sceptiques. Mais tandis que la France découvrait l'horreur, une question plus sombre surgissait. Combien d'autres Montfaucon existaient en silence? L'affaire n'était pas terminée, car Marguerite de l'ombre glaciale de ce drame, courait toujours. L'été 1887 ouvrit un chapitre de sang et de justice, car l'affaire de Montfaucon, désormais révélée au grand jour, bouleversait la France entière. Et dans les cafés de Paris, comme dans les marchés de Bourgogne, on ne parlait que du boucher Sinclair et de ses victimes anonymes. Mais si la vérité éclatait enfin, l'ombre persistait. Car Marguerite de l'Ombre avait disparu dans la confusion de l'assaut, et les rumeurs la disaient réfugiée tantôt à Lyon, tantôt à Genève, parfois même déjà embarquée pour l'Amérique du Sud. Édouard Sinclair, lui, fut transféré à Paris pour y être jugé devant la cour d'assises de la Seine. Un procès qui débuta en janvier 1888 et qui attira une foule immense. Journalistes, curieux, familles des victimes, députés avides de se montrer du côté de la morale. Dans le prétoire glacé, on lut à voix haute les carnets retrouvés dans son bureau, pages tachées de sang où s'alignaient des croquis macabres et des descriptions pseudo-scientifiques. Sinclair, visage émacié, cheveux blanchis prématurément, se tenait droit, sans remords apparent, répétant que ses recherches serviraient un jour la grandeur de la médecine française. Quand vint le moment du témoignage de Louis Charrier, l'assistance retint son souffle. Amaigri, tremblant, la voix parfois brisée, Louis raconta les nuits de hurlements, les expériences atroces, la complicité silencieuse des autorités. Son récit, ponctué de détails précis, bouleversa l'auditoire. Les juges, glacés, comprirent que l'affaire dépassait le cadre d'un seul médecin fou. C'était tout un système corrompu qui avait permis ces atrocités. Le procès dura 6 semaines. On y entendit des dizaines de témoins, des veuves, des anciens employés, même un ouvrier italien rescapé qui décrivit les charrois nocturnes de cadavres vers les carrières. On exhiba des bocaux d'organes conservés, saisis dans les caves, preuves irréfutables du commerce macabre avec certaines écoles de médecine. La défense tenta d'arguer que Sinclair avait agi avec l'accord tacite de l'État, qu'il était un bouc émissaire sacrifié pour protéger des complicités plus hautes. Mais l'opinion publique enragée exigeait un coupable. Le verdict tomba le 3 mars 1888. Édouard Sinclair fut condamné à mort pour meurtre multiple, falsification d'actes et conspiration contre l'État. Il fut exécuté par guillotine le 17 avril sur la place de la Roquette devant une foule silencieuse. Sa tête tranchée roula dans le panier, symbole de justice mais aussi d'une vérité incomplète. Car Marguerite de l'Ombre n'avait jamais été arrêtée. Les gendarmes lancés à sa poursuite retrouvèrent des traces en Suisse, puis à Marseille, où un témoin jura l'avoir vue embarquer sur un navire à destination de Buenos Aires. D'autres racontaient qu'elle avait refait surface des années plus tard dans un hospice de Naples, où de mystérieuses morts de patients rappelaient les méthodes de Montfaucon. Sa silhouette froide, son regard bleu d'acier devinrent légende. Spectre menaçant qui incarnait l'ombre persistante de ce scandale.
Louis Charrier, quant à lui, retourna dans sa maison de Semur, où sa femme Marie le soigna jusqu'à sa mort en 1902. Son esprit resta marqué par les visions des caves, mais il trouva un apaisement relatif en sachant que son témoignage avait sauvé d'autres vies. Henri Delaunay poursuivit sa carrière de journaliste et publia un ouvrage retentissant, Les ombres de Montfaucon, qui inspira une vague de réformes. En 1889, une loi imposa des inspections régulières dans tous les hospices et limita le pouvoir des médecins directeurs. Mais malgré ces mesures, des rumeurs persistaient. Dans la Loire, dans le Puy-de-Dôme, dans la Haute-Vienne, d'autres établissements présentaient des taux de mortalité suspects. D'autres familles dénonçaient des disparitions inexpliquées. Le scandale de Montfaucon avait montré au grand jour un gouffre effrayant. La science sans morale, protégée par la corruption, pouvait devenir une machine de mort. Les grottes calcaires où furent jetés les corps furent murées par l'armée. Mais des paysans juraient encore entendre, certaines nuits, des gémissements montés des entrailles de la terre. Les pierres gravées des noms improvisés par Louis furent retrouvées. Ultime témoignage d'hommes engloutis dans l'oubli. Le souvenir de Montfaucon hanta la mémoire collective. Les enfants du pays grandissaient avec des récits murmurés de charniers et de médecins fous, et les historiens du siècle suivant reconnurent dans ce drame l'un des plus sombres épisodes de la Troisième République. Car la question restait ouverte, lancinante. Combien d'autres Montfaucon existaient encore, cachés sous des façades de pierre et des discours de progrès? L'affaire n'avait pas seulement révélé un monstre en blouse blanche. Elle avait montré que le mal pouvait s'enraciner dans les institutions mêmes, censées protéger les faibles. Et aujourd'hui encore, quand on traverse les collines de Bourgogne, certains habitants affirment que la brise du soir charrie par instants des échos de cris lointains, rappel funeste des âmes sacrifiées à la folie d'un homme et à l'avidité d'un système.